Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré deux matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, bah là, ce soir, les copains, on s'est amusé. Hein. Ah, comparé à la purge d'hier, là, franchement, on s'est marré. Hein. On avait prévu un peu, on l'avait dit un peu dans la preview, que ça risquait d'être un match animé et qu'il allait avoir des occasions et peut-être des retournements de situation. Franchement, on est passé par plein d'étapes, hein, les copains, ce soir. Hein. Vraiment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Hein. Je vous le dis direct, avant même qu'on commence ce débrief. Franchement, ça fait partie des vrais matchs de Coupe du Monde où dont je pense on va se souvenir pendant un petit moment. Et ce qui s'est passé ce soir, c'est pas à minimiser. Hein. Vraiment, c'est pas à minimiser, les copains. La Norvège qui sort le Brésil. Je sais bien que c'est pas le meilleur Brésil, loin de là et tout ça, mais quand même. Vraiment, ce qui s'est passé ce soir, c'est pas rien. Donc, allez-y, hein, les copains. Il y a déjà Eloas El Padrino qui nous avait dit, je l'avais dit, 2-1. 7 buts pour Haaland, c'est une statistique assez rare pour une sélection aussi prestigieuse que le Brésil. Elle devient sa bête noire. Et Haaland est le gardien très impressionnant. Donc, allez-y, hein, les copains. Hein, faites comme Eloas. Vous pouvez y aller, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Si vous n'êtes pas là, je le ferai tout seul quand même, c'est pas grave, et avec plaisir. Mais c'est toujours plus sympa si on le fait ensemble. Et puis si vous découvrez la chaîne, allez-y. On a besoin de soutien, on a besoin de grandir et de visibilité et de force. Donc allez-y, les copains. Vous pouvez vous abonner ou vous pouvez commenter. C'est le but de ce live. Donc je lance un petit peu comme ça. Ce soir, que Haaland et Nyland, parce que c'est pas que Haaland hein, ce soir. Hein. Ce soir, il y a aussi un gros match du gardien. Hein. Haaland et Nyland sortent une CDSAO trop moyenne. Bah ouais. Je suis désolé, hein. Je t'aime beaucoup, Carlo. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Un peu moins ces dernières années, mais force est de constater que ça fonctionnait. Là, désolé les copains. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Hein. Alors, il y a DVM94 qui nous dit « Tu penses que c'est qui va gagner Angleterre-Mexique ?» Écoute, on va faire une petite preview dans un peu plus d'une demi-heure. À la fin de ce live, on enchaînera directement sur la preview. Donc, on le fera avec en plus les compos, tout ça, ça sera bien. Donc, si tu veux le plus de trucs sur le Angleterre-Mexique, je te conseille de revenir tout à l'heure. Tu peux rester là, hein, bien évidemment, avec plaisir. Mais sinon, on parlera plus du Angleterre-Mexique après. Voilà, pour moi, c'est le constat qu'on doit faire ce soir. C'est que une CDSAO trop moyenne, ça suffit pas face à Haaland et Nyland. Bien sûr, hein, il n'y a pas que ces deux-là qui ont joué. Hein.
Je vous rassure, on va parler d'autres joueurs, mais c'est les deux hommes du match, c'est les deux bonhommes du match. Parce que Nyland, il y a le match, évidemment, mais il le commence tellement bien en arrêtant son péno que forcément, il est à mettre dans l'équation et même dans le titre. Et puis Haaland, il est obligé, quoi. Oui, il y a les 2 buts, bien sûr, mais on est obligé, quoi. Les 2 buts, faut les planter, quoi. Ouais. Non, vraiment, c'est très très fort, mais c'est ces 2 individualités-là qui ont fait la différence ce soir, hein. Pour moi, c'est pas autre chose, hein. C'est ces deux bonhommes-là qui, avec leur qualité individuelle dans les deux surfaces, ouais, on fait la diff, hein. Donc, on va reprendre dans l'ordre. On va reprendre dans l'ordre avec la compo. Donc, on était parti à la base dans la preview avec un système où les Brésiliens, on savait pas comment allait s'articuler le milieu, mais au final, le milieu, il s'est articulé donc avec Casemiro, Guimarães et Ryan et Martinelli sur les côtés. Et on s'est retrouvé donc avec Vinicius et Cunha devant. Derrière, pas de changement. Douglas Santos sur les côtés et Gabriel Marquinhos dans l'axe. Dans les buts, bien évidemment, Alisson. Donc, hormis le forfait de Paqueta, on avait juste donc Martinelli qui avait pris sa place et on était parti, voilà, pas sur un 4-3-3, mais plus sur un 4-4-2 avec Martinelli et Ryan sur les côtés. J'avais déjà dit Ryan, j'étais un petit peu sceptique. C'est pas ce match-là qui m'a fait forcément changer. Et puis de l'autre côté norvégien, le vrai changement, c'était le retour de Ryerson dans la zone de Vinicius en plus. Donc ça nous a donné un bon match bien relevé entre les deux. Et je la place Ryerson, ouais, il te fait quand même pas mal de différence quand il est aligné. Quand c'est Pedersen, c'est quand même pas dingo. Donc là, on est avec beaucoup plus une défense. Je dis pas de très haut niveau, mais vous m'avez compris, une défense plus cohérente. Wolfeu de l'autre côté et Ayer Egem dans les buts. Le fameux Nyland dans les buts. Et par contre, pour le reste, c'était assez classique. Donc, Odegaard avec Sander Berge et Patrick Berg. Et puis Sorloth, Moussa et évidemment Erling Haaland devant. Et dès le départ, moi qui avais un peu peur de ça, je vous l'avais dit en preview, j'avais un petit peu la crainte que les Norvégiens, peut-être, ils respectent trop, en fait, cette équipe brésilienne. Oubliez tout net, hein. Parce que là, pour le coup, ça n'a pas du tout été ça. Ils sont rentrés dedans, mais sans non plus jamais basculer dans de l'agressivité disproportionnée. Non, pour moi, on était sur sur de la bonne agressivité. Et justement, ce qu'il fallait. Donc, ils ouvrent le score rapidement. C'est assez fou, ça, d'ailleurs. Ils ouvrent le score rapidement. Bon, il y avait hors-jeu à la base de Sorloth. Mais ils ouvrent quand même le score rapidement. Donc, ça montre que dans la préparation, les copains, je ne vais pas vous mentir, les Norvégiens, ils étaient à bloc. Et je l'avais dit aussi, pareil, dans la preview, attention à ce qu'il n'y ait pas de décompression de la part des joueurs. Et que, ça y est, on est en 8e de finale, on a atteint l'objectif plus ou moins initial. Bon, maintenant, c'est bon, on est tranquille. Non, on a vu tout de suite que l'équipe, elle était concernée et que ce soir, ils n'étaient pas juste là pour faire un match de foot contre une équipe majeure du football international. Ils étaient là pour gagner. Donc, quand tu vois l'ouverture du score, oui, pour moi, même si c'est refusé, ça montre que dans l'attitude, ils y sont. Alors, Elwes El Padrino qui nous dit les 8e de finale, c'est dingue. Ouais. On va en reparler, mais là, ce 8e de finale, en tout cas, c'est vraiment d'un autre niveau, comme on l'avait dit tout à l'heure, les copains. C'est vraiment d'un autre niveau que ceux qu'on a eu hier entre Canada, Maroc et France-Paraguay. Ce soir, on s'est vraiment régalé, c'était vraiment du foot. DVM qui nous dit l'offensive du Brésil est franchement décevante. Ouais.
la ligne offensive, quoi. La ligne offensive de cette équipe, je suis désolé, mais franchement, la seule lumière, c'est Vinicius. Alors, bien sûr, derrière, au début de match, c'est Cunha qui va obtenir le péno. C'est Cunha qui va l'obtenir. Et là, pour le coup, j'ai même pas compris comment l'arbitre il a pu. Il devait sûrement être mal placé. Mais pour le coup, pas de débat en fait. Il y a faute claire et nette. Donc pour moi, le penalty, il était évident, il s'imposait. Moi, perso, je pensais que c'était Vinicius qui allait y aller. Pour moi, c'était. Je dis pas que c'était clair, mais il a l'habitude d'en faire, il a l'habitude d'en tirer. Bon, vous me direz Guimarães aussi, hein. Mais moi, je serais plus parti. Ouais, moi, je serais plus parti sur Vinicius. Bref, Guimarães le pose. Et alors, là, je vous le dis, les copains. Là, je vous le dis. Mais alors, les pénaux, ça commence à me fatiguer, les gars qui font des courses d'élan, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Et c'était Benoît Chéroux qui le disait ce soir aux commentaires, et je suis assez d'accord. Il y a des joueurs, et Guimarães en fait partie, tu as la sensation, en fait, qu'ils sont plus on va dire, concentrés sur leur course d'élan que sur leur frappe. Et là, ce soir, le péno de Guimarães, c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là du match, je sais pas à combien on est, on doit être à la deuxième, on doit être à la 12, 15e minute de jeu. J'ai pas la minute exacte, mais sans déconner. Là, t'as l'occasion de donner l'avantage à ton équipe dans un match. On l'a vu, hein. Lui, il pouvait peut-être pas le savoir à ce moment-là, mais enfin, il pouvait s'en douter. Dans un match vraiment serré, voilà, je suis en train de reprendre 14e minute. 14e minute, tu peux pas te permettre de tirer ce péno comme ça. Parce que, ok, à la limite, moi, je suis pas fan de ce type de course d'élan. Pour moi, c'est non. Mais bon, Neymar, il en fait une à la fin du match. Je suis pas plus fan, mais au moins, c'est dedans. Donc, vas-y, si ça te fait plaisir de faire ce type de course, vas-y, mais mets-le, par contre. Parce que sinon, tu passes pour un con. Parce que là, au final, tes espèces de petits pas, je m'arrête, et puis, au final, pour ça, non, franchement, non. Donc, peut-être que je suis un peu à l'ancienne, mais pour les plus jeunes, allez regarder les pénaltys de Ruud van Nistelrooy. Non, mais le gars, il n'hésitait pas, en fait. Alors, il y avait des fois, ça rentrait pas, hein. Et par contre, tu avais vraiment la sensation que le péno, il était tiré, en fait. Il était tiré. Là, on a l'impression, c'est juste essayer de battre le gardien au jeu psychologique. Non, ça va. Le jeu psychologique, frérot, si ton tireur au but, il est bien tiré, en fait, si tu mets la puissance et la puissance et la précision nécessaire, le gardien, il peut même être au courant d'où tu vas la tirer, il l'arrêtera pas. Donc après, arrêtez, quoi. Arrêtez ces histoires. C'est comme les Panenka de Mohamed Salah. Enfin, arrêtez, quoi. Arrêtez. Respectez un peu ce que c'est que ce jeu. Donc, ok, une Panenka, je suis pas du tout contre. Au contraire, ça peut être totalement déstabilisant à plein d'endroits. Mais putain, mais maîtrisez-les, quoi. Parce que sinon, ça vous passe, à mes yeux, en tout cas, vous passez pour des cons. Et là, franchement, Guimarães, dans ce match-là, tu tentes ce type de pénalty. Alors, c'est pas une Panenka, hein, mais je vous invite à aller regarder la course d'élan. Franchement, c'est nimp. C'est nimp. C'est vraiment, allez-y, allez sur autre chose, quoi. Allez sur une vraie frappe, comme je dis, une course d'élan, et puis avec ton élan, ta frappe et tout ça. Mais le gardien, je vous dis, Ruud van Nistelrooy, regardez le nombre de pénaux qu'il allait tirer et le nombre de fois où le gardien pouvait l'arrêter, même en étant au courant. Donc, stop. Pardon, j'ai passé ma gueulante. Mais pour le coup, Guimarães, il a une grosse part de responsabilité dans cet échec, hein, parce que on la pose. Et on va la poser cette question, hein. Le gros fiasco brésilien, la défaite, première défaite en 8e de finale depuis 1990, c'est pas rien, tu vois. Mais pour moi, là, j'ai mis Neymar parce que, voilà, forcément, on en parle tous de Neymar et tout. Mais dans cette histoire, Guimarães, il a j'aime pas cette expression, mais il a du sang sur les mains. À tirer ce penalty. Alors, bien sûr, vous allez me dire, Nyland, il sent bien le coup, il va arrêter le péno. Ok. C'est vrai. Il va arrêter le péno, il fait un très bel arrêt, strictement rien à dire. Mais quand même, quoi, les gars. Quand même. Je pense que là, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, s'il va faire une vraie frappe, comme il en a l'habitude,
plus, il a pas une petite frappe, hein, il y va. S'il y va confiant et déterminé, je vous le dis, les gars, ça fait filoche. Hein. Ça fait filoche. Et à partir de ce moment-là, bah, le match, il est différent. Ah oui, ça paraît logique, hein, ce que je raconte, et ça paraît évident, mais c'est la réalité. C'est que si, à ce moment-là, le Brésil vient à prendre un but d'avance sur son adversaire, forcément, la Norvège va être obligée de se découvrir un petit peu. Et au contraire, la Norvège, moi, je trouve leur match excellent d'un point de vue tactique. Ils ont pas balancé. J'avais peur de ça, justement, d'utiliser l'arme Haaland pour justement peut-être gratter des mètres pour pouvoir aller justement, on va dire, au max des possibilités d'Haaland. Et non, ils ont pas fait ça du tout. Ils ont été beaucoup plus malins. Là, franchement, ils ont été beaucoup plus malins dans leur approche. C'est complètement aucun rapport. Parce que quand vous regardez les stats du match, je vous le dis, les copains, les stats du match, il y a... Alors, bien sûr, il y a les occasions. Et forcément, dans les XG, vous le voyez, le taux des XG, bah, il est beaucoup plus élevé pour le Brésil. Alors, dedans, comptez quand même qu'il y a un péno dedans. Donc, forcément, ça te remonte fortement tes XG. Mais les XG, elles sont plus à la faveur du Brésil. C'est le Brésil qui a les plus grosses occasions. C'est le Brésil qui arrive pendant la majeure partie du match à inquiéter comment il s'appelle, Nyland. Et d'ailleurs, Nyland, à ce niveau-là, faut le dire, hein, l'homme du match, bien sûr, ça va sûrement être, comment il s'appelle, Haaland, parce qu'il y a les 2 buts, et je pourrais l'entendre, mais de l'autre, les copains, va pas falloir oublier quand même que Nyland, dans cette rencontre, il a été magistral, parce qu'il t'a dégoûté tous les joueurs au fur et à mesure, les Cunha, les Vinicius, enfin, vraiment, il a été, pour moi, parfait. Pour moi, il a été parfait. Et au final, ok, il prend un but, mais c'est un deuxième penalty. Hein. Donc voilà. Et son arrêt sur penalty au tout départ du match, je vous le dis, les copains, il compte pour beaucoup, mais il compte énormément dans cette rencontre. Énormément. Parce que là, il laisse les Norvégiens dans le match. Et c'est con, hein. Mais très clairement, les Norvégiens, on sent qu'il y a eu un espèce de petit boost. Alors, je vous dis pas que derrière, ils ont enchaîné les occasions. Mais par contre, ils ont continué d'être sûrs de leur plan. Et c'est ça, moi, j'ai aimé, c'est qu'en fait, ils se sont pas démontés, ils ont continué d'essayer de construire, ils ont essayé de faire tourner la balle, et même en jouant comme ça, ils ont réussi. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une équipe qui a quand même plusieurs cordes à son arc. Hein. On n'est vraiment pas sur une équipe qui a juste un plan A, et puis si le plan A ne fonctionne pas, bon, on est un peu démunis, en fait. Non, on voit bien, là, c'est une équipe qui avait structuré, pour moi, c'est l'image que j'ai, qui avait structuré son plan de jeu. Et structurer son plan de jeu quand tu affrontes le Brésil en Coupe du Monde, je vous le dis, il y a plein de sélections qui ont essayé de le faire. Les Japonais ont essayé de le faire contre le Brésil pendant le match du 16e. Ah voilà. Et puis après, on va poser la question. Hein. C'est est-ce que dans cette histoire-là, Carlo, il a une part de responsabilité, parce que ça va être la grosse question qui va se poser. Hein. Carlo, dans l'histoire, on va pas pouvoir le dédouaner de cette élimination. Hein. Donc, est-ce que c'est le principal responsable? C'est ce que je vous pose comme question dedans. Je sais pas. Mais par contre, sa lecture du match, ses changements, son Ryan qui reste tout le temps, ouais, à un moment, je t'aime beaucoup, Carlo. Hein. Mais dans cette histoire, forcément, on va se poser la question de est-ce que c'est pas toi aussi qui est à l'origine de cette élimination. Alors, Eloi, cette Padrinote qui nous dit t'as raison, oui, moi aussi je déteste cette mode de tirer les pénaltys, 2 pas et ralenti, même le gardien, ça le rend plus facile. Ah non, mais c'est une catastrophe. Hein. Vraiment, je le dis, j'ai vraiment pas de problème là-dessus. Pour moi, c'est une catastrophe. Je déteste ça.
Et je trouve que on perd un temps, enfin, on gâche des occasions vraiment très très fortes, très très intéressantes pour des conneries, parce que je la place aussi, juste, les remplacements de notre ami Carlo. Ah, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue parce qu'il nous fait sortir Cunha, qui fait pas un grand match. Alors, hormis à obtenir le péno, il fait pas grand chose. Hein. Faut être très honnête, c'est pas dingo. Mais par contre, l'entrée de Danilo Santos à la place de Ryan, ouais, ils lui mettent 7, mais bon, ouais, une bonne activité, mais pas dingo. L'entrée de Neymar, bon, bah, elle est jolie pour la fin. Il aura planté un but pour terminer. C'est cool, c'est sympa pour lui. Mais franchement, les copains, Neymar, il fait son âge. Hein. Neymar, il fait son âge. Et dans un match comme ça, avec une intensité aussi forte, bah, il a fait encore plus son âge. Hein. Je vous le dis. Donc, moi, de continuer à voir Ederson aussi peu pendant la Coupe du Monde, il est rentré pour les 10 dernières. Je trouve que c'est un mauvais choix. Et puis voilà. Donc, forcément, dans l'histoire, on va pas pouvoir dire que notre ami Carlo Ancelotti, il n'est pas responsable de cette élimination. Et puis, t'es au Brésil, hein. T'es au Brésil. Donc, au Brésil, en fait, je vais pas dire on en a rien à foutre, mais t'es là pour gagner. Donc, si ça gagne pas, bah, mon copain, toi qui es venu en plus avec un peu l'ADN de la victoire, de tout ça, ça pose problème. Donc maintenant, c'est pas la question à se poser dès ce soir. On va voir. Mais par contre, est-ce que c'est lui le principal? Moi, je dis que non. Je dis que c'est juste, t'es rattrapé pas par la faiblesse, mais par le côté moyen de ton équipe. Ton équipe, elle est moyenne. Donc, t'es rattrapé par la génération brésilienne de 2026 qui est pas bonne. Enfin, qui est pas bonne, mais qui est pas apte pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un tournoi comme la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça la réalité. Donc c'est un peu dommage pour ce Brésil. Maintenant, la Norvège sur le reste du match, parce que parlons 2 secondes un peu de l'homme du match, hein, parce que quel match il nous fait encore à Londres. Quel match encore il nous fait. Mais pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand on voit le début de match, il est bien pris. Il y a comment il s'appelle, le duo Gabriel et Marquinhos qui lui laisse pas une demi-seconde. Il a du mal à passer. C'est compliqué pour lui, c'est tendu. Putain, il lâche pas. C'est un poison pour toutes les transitions. Il est bon dans la construction aussi, parce que c'est pas juste le gars qui est là pour terminer, vraiment, c'est le point de fixation, mais il participe au jeu aussi en phase offensive, bien sûr. Et quand tu regardes le bilan, bon, il te fait 4 tirs, il t'encadre 3. On attend quoi? On attend 0,39 de XG. On attend sur ces occasions. Si ça, c'est pas l'image d'un mec qui est vraiment un leader d'équipe et qui, on va dire, est le prototype du joueur qui peut te faire gagner, une rencontre comme ça aussi difficile. C'est ça, moi, que je retiens chez Haaland. C'est sa capacité à être décisif avec cette équipe de Norvège. Et on l'a déjà dit, hein, il est déjà meilleur buteur de l'histoire de la Norvège. Il en est à 7 buts. 7 buts, les copains. On parle d'un gars qui est avec la Norvège. Je répète. C'est complètement dingo. Il est au même niveau que Mbappé et Messi. Alors oui, vous allez dire, bah oui, bah c'est normal. Ouais, c'est normal. Il est juste avec la Norvège, quoi. Il est avec la Norvège, il n'est pas avec les 2 finalistes de la dernière Coupe du Monde. Donc la performance, elle est énorme. Et pareil, il faut y accorder quand même un tout petit peu d'importance, le nombre de buts attendus. Bah, regardez quand même. On est à 4,25 de buts attendus. Il t'en met 7. Enfin, franchement,
on nous explique que c'est juste un œuf, que c'est juste machin. Oui, bah alors prenons-le juste sur le point de vue des matchs. Il a fait 4 matchs. 4 matchs, 7 buts, parce qu'il joue pas le dernier match contre la France. Donc les gars, enfin, franchement, c'est hallucinant ce qu'il nous fait. C'est hallucinant ce qu'il nous fait à Londres. Et faut pas mettre ça sous silence du tout, hein. Vraiment pas. Hein. C'est vraiment très très fort. Et si là maintenant la Norvège se retrouve en quart de finale, ah oui, c'est aussi grâce à lui. Donc bien sûr que Nyland dedans, il est pas à minimiser, mais forcément, on est obligé de dire merci, un grand merci même à Erling Haaland. T'es obligé parce que là ce soir, c'est aussi lui qui t'amène cette qualification. Donc franchement, c'est très très fort, très très fort. Amine Dezet qui nous dit salut, tu fais un avant-match Mexique-Angleterre. Oui, ça va être prévu dans même pas un petit quart d'heure. On est en train de terminer gentiment le petit débrief du Brésil-Norvège et on enchaîne derrière juste après, mon copain. LOS qui nous dit 7 buts pour une première Coupe du Monde. Mais ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et c'est pas à sous-estimer, hein, les gars. Et faut pas se laisser avoir avec oui, c'est Haaland, on a l'habitude. Haaland, quand il est avec Manchester City, d'accord. Quand il est même avec le Borussia Dortmund, d'accord. Là, il est avec une équipe qui est pas dominante hein, dans cette Coupe du Monde. Donc vraiment, c'est pas à sous-estimer. Schwebston Citron, salut mon copain. Haaland, la folie, il rattrape ses euros et Coupe du Monde manquée. Ça rappelle en 2018 quand il marquait 7 buts à la Coupe du Monde du 20. Franchement, attention à la Norvège, je suis la France, je me méfie comme quoi le sélectionneur avait fait le bon calcul en faisant tourner contre les Bleus. Normalement, au prochain tour, la Norvège sera le plus petit pays encore en lice. Oui, oui, il y a de fortes chances. Hein. Parce que, après, attention, tout dépend de la Suisse, parce que si la Suisse arrive à se qualifier, possible que ça soit la Suisse le plus petit pays comparé à la Norvège. Alors, encore à voir, mais je pense que ce sera peut-être la Suisse. Mais en tout cas, oui, ce qui est fort, ce qui est très très fort de la part là de cette Norvège, oui, c'est vraiment de s'être qualifié ce soir, d'avoir proposé ce type de jeu, d'avoir été je vais pas dire proactif, après si, hein, de l'autre côté, ils ont eu les stats pour eux, hein. Quand on va regarder les stats, ils ont la possession du ballon, hein. Donc c'est pas immérité du tout, hein. Bien sûr, Nyland fait les arrêts, bien sûr, il y a Nyland qui est on fire, qui sauve un péno et tout ça. Mais j'insiste dessus, cette maîtrise du ballon, elle n'a pas servi à rien. On a de temps en temps des équipes qui ont la balle. Alors quand tu les vois balle au pied, enfin quand tu les vois vraiment l'utilisation de ce qu'ils font vraiment avec le ballon, tu as envie de leur faire ouais, bon bah écoute, c'est pas grave, hein, c'est peut-être pas obligatoire d'avoir autant de possession. Par contre, là chez eux, vraiment, tu sentais qu'il y avait un plan derrière. Il y avait un plan. Il y avait un plan et très très drôle la phase de Eden Park qui nous dit Haaland a envoyé le Brésil au Valhalla. Ah ouais, là je crois que là, ils sont retournés voir Ragnar, Floki et toute la bande. Hein. Ah là je pense que là ils sont partis pour un mauvais quart pour passer un mauvais quart d'heure. Hein. Parce que là le retour à Rio. Ça va pas être sympa hein, pour le Brésil hein, dans cette histoire. Je sais pas comment ça va se poursuivre, mais ça risque d'être compliqué pour eux. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est un vrai fiasco en fait. C'est un vrai fiasco depuis 90 il s'était pas fait sortir en huitième de finale. Et on l'avait déjà vu hein. Face au Japon, c'était passé ric-rac hein. Le but à la dernière seconde de Martinelli, et vas-y. C'était déjà passé ric-rac. Le premier tour, il termine premier, mais pas réellement dans dans une maîtrise totale du match. Voilà, c'est un fiasco. De toute façon, un pays de foot comme le Brésil,
Tu sors en 8e de finale de Coupe du Monde ou en 16e, c'est un fiasco. Hein. Quart de finale, tu peux commencer déjà à te dire, bon, c'était pas forcément un fiasco, on est passé peut-être à côté si tu veux. Mais là, 8e de finale, c'est fiasco. Non, franchement, il n'y a pas à chercher. Hein. Il n'y a pas à chercher du tout. Alors, DVM qui nous dit le Cap-Vert méritait de passer. Oui. Sur l'ensemble du match, je suis d'accord avec toi, DVM. Ouais, franchement, il méritait. Hein. Il méritait. Toute petite Argentine. Mais une minuscule Argentine. Une minuscule Argentine pour ce match-là. Revoyons un petit peu quand même. Je repartage un tout petit peu je repartage les stats de Haaland. Pour moi, c'est quand même important. C'est quand même important de le repréciser. C'est fou ce qu'il a fait. C'est encore fou ce qu'il nous a fait ce soir. LOS qui nous dit il y a beaucoup de buts ratés aussi. Les gardiens aussi ont fait le match. T'as raison. Un vrai focus un tout petit peu sur les deux. Donc, bien sûr que Nyland, dans ce match-là, c'est celui qui reste. Parce que, évidemment, il y a toutes les parades et tout ça. Mais attention, hein, Alisson, il en fait aussi. Hein. Alisson, dans le match, il est vraiment déterminant. Hein, parce que, ok, ça fait que 0, je crois, c'est 0,83 de XG. Mais il y a quand même 3 arrêts, pour moi, qui sont vraiment déterminants. Et Alisson laisse sa sélection dans le match. Hein. Donc, vraiment, c'est à souligner. Le 2-1, c'est pas juste décevant, genre les attaquants n'ont pas été bons. Non, c'est vraiment, il y a eu des très très bons gardiens en face qui ont retardé l'échéance. En fait, c'est ça. Et dans ce match-là, Alisson, c'est difficile de lui reprocher quelque chose parce que les 2 buts, Haaland les place particulièrement bien. Vraiment, il les place particulièrement bien. Donc compliqué. Vraiment compliqué de pouvoir lui en vouloir. Mais forcément, s'il avait fait un peu mieux sur la tête ou machin. Mais comme je le dis, c'est vraiment très compliqué. Et moi, si je suis brésilien ce soir, c'est pas à lui que j'en veux. C'est à l'ensemble, en fait. Et je serais en fait déçu d'avoir ce type d'équipe. Voilà, c'est ça. C'est ça le vrai drame, je pense, peut-être de ce Brésil, c'est d'avoir ce type de joueur. C'est d'avoir ce type de joueur et de se dire, bon, bah, avec eux, on pouvait peut-être espérer un peu mieux. Voilà, oui, ce soir passé. Mais plus t'allais aller dans la compétition, plus ça allait devenir compliqué hein, pour ce Brésil. Donc, voilà, c'est un fiasco. On ne pourra pas l'enlever. Mais il y a un côté logique, hein, les copains. On va pas se mentir, on tombe pas de l'armoire non plus. On l'avait dit avant le match. Hein, le Brésil était très, très, très légèrement favori, hein, mais vraiment très légèrement. Alors, moi, je me défie pas. Hein. Je vous avais dit le 2-1 pendant la preview, donc je vais pas me gourer, je vais pas me planquer là-dessus. Mais déçu par ce Brésil. On ne peut être que déçu par ce Brésil. Parce que forcément, on en attend plus, parce que tu as des joueurs, parce que tu as Vinicius, tu as tout ça. Et Vinicius, ce soir, on l'attendait. Je dirais pas qu'il est flop, mais on l'attendait plus haut, les copains. On l'attendait plus haut. Alors, Schwab Stony Citron qui nous dit l'Argentine, je sens que ça passe quand même. C'est comme le Portugal. Elwes Padrinot, la Coupe du Monde de cette année, il y a plein de surprises. Ouais, pas mal de surprises. Franchement, en termes de surprises, on est bien au max. Hein. Et je pense qu'on n'est pas fini. Schwab Citron qui nous dit on parle de l'Italie, mais alors le Brésil qui n'a pas fait de demi depuis 2006. Alors, s'il te plaît, mon copain Schwab Citron, alors, même si j'ai mon maillot, voilà, laisse-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Nous, on n'est pas là. On n'a rien fait. On fait plus rien. Donc, laissez-nous tranquille. Voilà. Laissez-nous tranquille. On n'a rien fait. C'est pas de notre faute, nous, les Italiens. Voilà. Je tiens à le préciser. C'est pas nous. Mais c'est vrai que les Brésiliens, c'est quand même pas fou depuis, non, attends. Et puis, tu dis 2006. Non, ils font même pas demi-finale en 2006, ils font quart de finale. Donc, non. Hein. La demi-finale, ça doit être depuis 2002 qu'il la gagne. Donc, ça commence à remonter, si c'est ça. LOS El Padrino qui dit likez les gars. Merci encore. Franchement, LOS El Padrino, franchement, je vais t'engager comme community manager si tu continues.
Eden Park qui nous dit « Et le Balogun qui joue contre la Belgique alors qu'il est en carte rouge, quelle honte cette mafia US ». Oui, alors ça, on va en parler quand on va préparer ce États-Unis-Belgique. C'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une pure dinguerie d'avoir Balogun qui a eu son carton rouge qui a été enlevé. Alors là, mais pour moi, c'est une dinguerie, cette histoire. Vraiment, je n'arrive pas à me l'expliquer, hormis que malheureusement, Donald Trump a appelé et a mis la pression sur Infantino. Mais c'est hallucinant. Pour moi, c'est hallucinant, cette histoire. Je ne me l'explique pas. Hormis, oui, ce que tu viens de dire, un côté un peu mafieux derrière. Vraiment n'importe quoi. Schwabson Citron, franchement, la finale France-Norvège, ça serait pas déconnant. Ouais, mais alors si on nous l'avait annoncé en début de compétition, celle-là, on l'avait pas vu venir, hein, franchement. Kadajema qui nous dit équipe C du Brésil. Non, c'est pas équipe C du Brésil. C'est une mauvaise équipe du Brésil, si tu veux, mais c'est pas une équipe C du Brésil non plus. Schwabson Citron, le problème profond du Brésil, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le vivier, c'est que les joueurs brésiliens, ils sont déjà en Europe à 18 ans, c'est ça le problème. Écoute, ça pourra faire partie d'un vrai débat, je pense, mon copain. T'as raison de poser ça comme question. Mais oui, je pense qu'il est plus là le problème des Brésiliens. C'est plus leur capacité, en fait, à garder leurs joueurs un peu plus pour arrêter d'avoir des gamins de 16, 17 ans qui commencent déjà à arriver ici et qui perdent, en fait, un peu leur confiance. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un des problèmes que peut avoir ce Brésil, mais on peut pas enlever le vivier. On peut pas enlever le vivier de l'équation. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas l'enlever. Bon, on a parlé des quarts de finale. On va en parler tout à l'heure avec ce Mexique-Angleterre. Bon, juste avant de terminer, je vous donne ma note du match. Pour moi, c'est un 8. Vraiment, je me suis régalé. Et quand je me régale, moi, je suis plutôt généreux. Je suis un gars comme ça, les copains. Donc, moi, je mets un 8 pour ce Brésil-Norvège. Franchement, c'était très, très agréable. Plus ou moins aller d'un but à l'autre. Donc, moi, des matchs comme ça, à élimination directe, moi, je signe direct. Donc, si nos amis mexicains et anglais veulent nous préparer ça, on est bien chaud. Mais vraiment, vrai plaisir ce soir d'avoir regardé ce match. C'était vraiment régalade. Donc voilà les copains, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc merci à tous d'avoir participé. On revient dans quelques minutes pour un nouveau live. Puis j'ai eu l'impression qu'il y a eu 2-3 petits problèmes de fluidité sur la connexion. Donc on va redémarrer tout ça et je pense que ça sera plus fluide par la suite. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je peux pas tous vous citer parce que vous avez été beaucoup. Que ce soit Schwabson Citron, LOS El Padrino, Eden Park. Vous avez été beaucoup. Donc merci à tous d'avoir participé. Le live est dispo en replay dans quelques minutes. En podcast aussi sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Abonnez-vous aussi si vous découvrez la chaîne. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. On se concentrer sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré du match la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps, c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends,
Il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, là, il est 6h du mat. Donc, on est bien. On est plutôt pas mal pour commencer ce petit débat, les copains. Franchement, match de ouf. Match de fou furieux. Franchement, c'était dingo ce qu'on s'est tapé. Alors, ok, c'était 1 heure plus tard. Ok, il y avait des conditions un peu extrêmes. Même si ça va, ça avait l'air de s'être calmé quand même quand ça a repris. Franchement, le match était dingue. Franchement, le match était complètement dingue. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, on va faire le débrief comme d'habitude. Mais ceux qui l'ont vu, franchement, ça valait le coup d'être resté debout jusqu'à pas d'heure. Donc, comme d'habitude, les copains, vous y allez, vous commentez, vous likez, vous partagez. On fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa que si je le fais tout seul. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même tout seul et avec plaisir. Mais bon, voilà. Et si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez cette vidéo, allez-y, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. On a besoin de ça pour faire grandir un peu la chaîne et pour nous donner de la force et pour continuer les débats jusqu'à 6h du mat, 7h du mat et ainsi de suite. Voilà les copains. Bon, le duo Bellingham-Kane sauve l'Angleterre. Alors déjà, je tiens à dire, dans la preview, je fais mon mea culpa tout de suite. J'avais dit que j'étais pas extrêmement satisfait des performances de notre ami Jude Bellingham. Bon. Je vais faire mon mea culpa. Parce que là, ce soir, il fait un gros match. Et il y a les stats, et il y a le match, la personnalité, et ce qui nous a produit. Et là, franchement, bien sûr que dans l'histoire, dans l'équation, il y a Harry Kane aussi à prendre en considération. Mais les copains, Bellingham, il fait un énorme match. Énorme match. Donc, franchement, c'est pas à minimiser. Donc, on va y aller direct, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui sont là et qui font le live, enfin, qui font le débrief sur la chaîne, vous avez l'habitude. On commence par les compos. Donc, je l'avais dit, par contre, dans la preview, j'avais dit que le Mexique allait mettre une grosse intensité à la conquête du ballon. Qu'ils allaient peut-être pas forcément avoir la maîtrise du ballon et donc la maîtrise technique, mais qu'ils allaient mettre un gros impact. Et je vais être honnête, j'ai été un peu déçu dès le départ parce que nous a proposé ce que nous ont proposé nos amis mexicains. J'ai trouvé que c'était c'était pas aussi intense que ce qu'ils avaient prévu, enfin ce qu'ils nous avaient produit contre l'Équateur particulièrement. Donc voilà, je vais pas dire que c'est individuellement, c'est plus collectivement. L'impression collective dès le départ, elle m'a semblé un peu bancale. Et j'ai pas reconnu forcément l'équipe qui, je l'ai dit plusieurs fois, a mordu les chevilles directement des Équatoriens et qui les a complètement étouffés. J'ai pas retrouvé du tout cette équipe. Et côté anglais, je vais pas vous dire que j'ai senti une autre attitude, mais si un petit peu, que face à la RDC dès le départ. Moi, j'ai senti beaucoup plus d'implication dans le début de match des Anglais. Alors, est-ce que c'est dans la prépa?
que Tourelle a insisté dessus, peut-être, mais j'ai senti très très vite que cette équipe anglaise, elle était concernée en fait. Et c'est même, on va dire un peu le joueur un peu qui reste pour l'instant un peu un point d'interrogation, en tout cas qui reste loin de ce qu'on a de ce qu'on avait pu voir précédemment surtout dans les précédentes saisons. C'est surtout Saka qui m'a montré ça. Je l'ai trouvé impliqué, je l'ai trouvé vraiment dedans, et j'ai vu tout de suite que Bellingham, oui, voulait assumer en fait ce poste de numéro 10, de meneur de jeu derrière Bellingham et de joueur très offensif. Et franchement, ça serait mentir que de vous dire que qu'il n'a pas donné satisfaction, hein. Vraiment, au-delà des 2 buts, hein. Je vous dis, il a une attitude pour moi de patron, et cette attitude de patron, ça va vite se ressentir dans le tableau d'affichage, parce qu'il va nous faire un enchaînement 36e, 38e, les copains, mais c'est un enchaînement de l'enfer, hein, pour les Mexicains. Et vraiment, je pense qu'on s'est tous dit, tous ceux qui l'ont vu le match, on s'est tous dit, quand Bellingham il met ses 2 buts coup sur coup, bon, ça y est, c'est fini, quoi. Là, le match, il est terminé. Il y aura plus, enfin, c'est pas il y aura plus de suspense, mais là, il a mis tellement cher en 2 minutes que non, c'est pas possible. Et en plus, les buts, faut aller se les mettre, hein. Faut aller se la mettre. Il est à l'origine. Vraiment, là, moi, je fais vraiment mon mea culpa. Et je le dis, j'ai été sévère avant le match. Maintenant, c'est comme d'habitude, hein. C'est le terrain qui fait la différence, et pour on va dire aller dans ce sens-là, si les joueurs haussent le niveau de jeu et nous produisent autre chose, moi, j'ai aucune raison d'être plus plus vindicatif avec un joueur plus qu'un autre, hein. Donc là, vraiment, ce qu'il nous a produit ce soir, Bellingham, c'est XXL. Vraiment, c'est XXL. Et je vous dis, dans la première partie du match, les 15-20 premières minutes, j'ai trouvé plutôt les Anglais mieux. Après, il y a des situations, et ils ont multiplié les situations. Et je pense que ça va être là qu'a été le problème du Mexique. C'est l'efficacité dans la surface adverse. Dans la surface adverse, oui, il y a un manque de killer, en fait. Donc tu peux l'avoir avec, évidemment, Raúl Jiménez, plus Quinones, bien sûr, mais il y a un manque. Vous voyez les stats, hein, les copains. 20 tirs, ils ont fait. 20 tirs. Là où l'Angleterre en a eu besoin, c'est assez fou, mais ils en ont eu besoin que de 6. Donc ils ont été c'est pas qu'ils ont été cliniques, l'Angleterre, c'est qu'ils ont vraiment été clutch au moment important de la rencontre. Et cette rencontre, elle en a eu plein. Elle en a eu vraiment plein. Il y a eu des retournements de situation, mais dignes d'un super bon scénario, en fait. Parce que je vous dis, quand les Anglais viennent à marquer leurs 2 buts coup sur coup, bon, on se dit tous à ce moment-là, bon, c'est terminé, en fait. C'est terminé, le match, il y en aura plus. Et puis, c'est la magie du foot, hein. C'est la magie du foot. Et puis, il y a ce but qui arrive juste avant la mi-temps, et qui est un peu à l'image des Mexicains, qui est un peu à l'arrache, en fait. Ils mettent un but, qui est un peu à l'arrache, avec ballon contré qui revient, et Quinones, je crois que c'est comme ça qu'il la remet involontairement dans l'axe. Et là, tu as Quinones qui est juste à l'entrée de la surface. Et autant vous dire, les copains, il se fait pas prier. Le copain, il envoie une belle praline. Il doit être à 8 mètres. Bon, voilà, il te met le 2-1. Et quand il y a le 2-1, je suis très honnête. Vraiment, je suis très honnête. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce match? Là, on est parti sur un match de ouf, parce que cette manière-là, on va dire, de revenir dans la rencontre avec le public qui pousse, je vous le dis,
ça sentait que ça allait pas s'arrêter là, en fait. Ça se sentait, et puis ça se sentait surtout que dans l'équipe anglaise, le but, ça les a mis mal, en fait. Ça les a mis mal. Donc, quand je dis ça les a mis mal, ils étaient quand même bien contents que la mi-temps arrive. Bon, là, c'était pas la pause fraîcheur, hein. Là, on parle bien de la mi-temps. Ils étaient quand même bien contents que la mi-temps arrive. Et quand la mi-temps est arrivée, on sentait qu'il fallait peut-être recadrer, parce que bien sûr qu'il y a faute professionnelle, entre guillemets, de la part des Mexicains, parce qu'ils se prennent 2 buts en 2 minutes, quasiment. Enfin, c'est 2 minutes, mais pour moi, c'est même moins, hein. Ça doit être 1 minute 30, 1 minute 40, un truc comme ça, hein. Donc vraiment, mais c'est ultra coup sur coup. Donc ça, pour moi, oui, il y a un côté faute professionnelle, parce que quand t'es joueur de foot, ça doit faire partie de tes bases, de savoir que dès que tu as pris un but, il faut que tu sois vigilant. Et là, cette équipe-là, elle n'a pas été en capacité d'être vigilante. Elle n'a pas été en capacité, et elle a très très vite pas accepté le destin du match, mais elle s'est dit, ok, d'accord, le Mexique va revenir dans la partie, ok, très bien, pas de problème. Et c'est là où, pour moi, est un petit peu le souci de cette Angleterre, c'est qu'elle ne peut pas se permettre de rester à défendre. Mais ça, c'est ce que je me dis à la mi-temps. Je me dis, elle ne pourra pas rester à essayer d'aller se gratter la victoire juste avec le 2-1. Pour moi, j'ai rien personnellement contre Guéhi et contre ça, hein. Mais pour moi, il y a trop d'incertitudes dans cette défense centrale. Donc voilà, moi j'étais pas mal inquiet pour la deuxième mi-temps. Et quand j'ai vu début de deuxième mi-temps, parce que franchement, c'est ça qui est assez dingue, les copains, c'est que ce match-là, vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, faut essayer de vous le mater, hein. Donc à la mi-temps, on a notre ami, notre copain Aguirre qui sort César Montes, qui loupe. Ah oui, d'ailleurs, César Montes qui loupe le 2-2 juste avant la mi-temps. Ah ouais, truc important. Et c'est Bellingham qui la sort. Donc là, vraiment, la première mi-temps de Bellingham, c'est 10. Si on doit noter les mi-temps, on va pas noter les mi-temps, mais si on doit noter la mi-temps de Bellingham, c'est 10. Parce qu'entre les 2 buts, plus là, le retour qu'il fait sur la toute, et vraiment, Montes, il est à 4 mètres des buts. Pickford, il l'aura pas. Donc vraiment, ce sauvetage-là, il coûte un but, hein. Donc voilà, truc de fou. Donc César Montes sort. C'est Edson Alvarez, qui était un petit peu porté disparu depuis 2 matchs avec le Mexique, qui rentre. Et on n'a pas de changement côté anglais. On repart plutôt à ce moment-là, hein. On repart plutôt sur une pas domination, mais une maîtrise un peu anglaise. Je pense que Tuchel, à ce moment-là, avait bien recadré tout le monde. Et on repart sur voilà une petite maîtrise anglaise. Et puis Jarell Quansah, là, il nous envoie un tag de l'enfer. Alors, je sais plus si c'est sur Alvarado, je sais plus sur qui il est, le tacle. Mais le tacle, il envoie, mais ça, je vais pas parler pareil de faute professionnelle, mais dans ce type de match, putain, mais contrôle-toi, mon copain, contrôle-toi. Là, le tacle, c'est même pas, il est raté. C'est le tacle, il est pas maîtrisé. Il y va, le pied, il est à, je sais pas, il est au moins, ouais, il est à 50 cm du sol. Je sais pas, mon copain, là, tu vas te calmer quand même. On joue au foot. On n'est pas en train de faire du catch paraguayen. C'est bon, là, on essaie de jouer un peu. Donc non, plus sérieusement, quand ça, à la base, en plus, l'arbitre, il donne même pas le rouge. C'est une dinguerie, ça. Il donne même pas le rouge. Je crois même qu'il siffle pas faute. Si, il siffle pas faute. C'est exactement ça, en fait. Il siffle pas faute. Non, mais le mec est... alors évidemment, il est interpellé par la VAR directement. Et ça, c'est plutôt logique. Mais il est même pas sur le coup. Il lui fait... Je suis quasi sûr de ce que je vous dis. Il lui fait le signe de se lever.
Genre, en gros, t'as simulé un peu mon copain. L'autre, il lui a fait un tag de l'enfer. Bref. Ah, c'est fou, ça. Et donc, on continue donc la dinguerie. À ce moment-là, l'arbitre est donc appelé par la VAR. Et donc, quand il va voir la VAR, d'ailleurs, je voudrais avoir votre avis, hein. Je sais pas si je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le live. Est-ce que vous avez déjà vu un arbitre depuis le début de cette Coupe du Monde qui a été appelé par la VAR et qui a déjugé la VAR, en gros? Et qui a dit non, je reste sur mon idée de base. Franchement, il y a même plus de débat en fait maintenant, hein. Quand il y va, c'est bon, on considérait directement que la demande elle est acceptée. Je suis peut-être passé à côté d'un cas, mais pour moi, pour l'instant, tous les cas où la VAR a appelé, il n'y a pas eu une seule fois où l'arbitre a déjugé la VAR. Bon. C'est une petite précision. Et donc là, Monsieur Fergani, je crois, c'est l'arbitre, il est donc rappelé, et là, il sort le rouge. Et forcément, on est à la 52e. Hein. On est à la 52e, 53. Quand ça, il prend ce rouge, ça change les plans. Et là, je vous dis, c'est là où moi, je pose je dis quelque chose. Là, enfin, Tourelle, il a son match référence avec les Sud-Amériques. Vous avez vu la petite touche avec l'accent anglais quand même, je tiens à préciser. Non, plus sérieusement, il a véritablement son match référence parce que à ce moment-là, oui, il faut que tu réorganises tactiquement ton équipe. Parce que factuellement, tu te retrouves à 10 contre 11, tu n'as qu'un seul but d'avance. Ton plan de peut-être, on va dire, maîtriser ta deuxième mi-temps comme tu avais l'habitude, comme tu avais le projet, bah non, ça va être complètement radicalement différent parce que là, tu te retrouves à 10 contre 11. Et à 10 contre 11, je sais pas, ça doit être 2-3 minutes après, il nous fait sortir Saka, pardon, à la place de Stones. Donc, on comprend que là, pour que vous remettiez un petit peu ceux qui suivaient le live sur YouTube, à ce moment-là, donc tu n'as plus Saka, tu te retrouves avec Stones qui va, je sais pas si c'est prendre la place à droite, parce que Stones, on est bien d'accord, c'est pas un arrière droit. Et Richie James, ou Richie James, est pas opérationnel. Donc tu peux pas compter sur lui. Là, pour le coup, je pense qu'il aurait bien aidé, Richie James. Mais là, on comprend que l'Angleterre va s'en remettre à Gordon, Bellingham et Kane pour évoluer en transition. C'est ça qu'on comprend. Ça va être son plan. Et en soi, bon, c'est toujours plus facile de le faire quand t'es à 0, quand t'es avec un but d'avance. Mais ça peut s'entendre. Et alors, je dis pas, hein, Kane n'est pas forcément un joueur de transition. Hein. Il n'a pas la capacité de pouvoir te faire des appels éclairs et ce genre de choses. Gordon, par contre, est plus en capacité de le faire. Et si je parle de Gordon, c'est pas pour rien, les copains. C'est que c'est lui. Alors, je me rappelle plus de qui lui fait la passe, qui le lance en profondeur, Gordon. Mais Gordon est lancé en profondeur, mais c'est quoi? C'est 3 minutes après. Donc là où, au moment où on est en train de se dire, putain, les Mexicains, ils vont vraiment le faire, on est à 10 contre 11. Les Mexicains, je sais même pas si c'est phase de transition, mais il y a balle en profondeur pour Gordon. Et là, Rangel, alors on l'avait mis en avant pendant la preview, Rangel. On avait dit, putain, le gars, défense solide, 0 but encaissé. Putain, là, il te plombe l'équipe, il te fait une sortie complètement pas maîtrisée dans les pieds. Et Gordon va choper le péno. Et à partir du moment où tu as le péno, bon, je tiens à dire que les Mexicains, même s'il y a eu un peu de vice et de bluff et tout ça, encore une fois, 100 000, on est à 100 000 lieues de ce qu'on a pu voir hier soir avec les Paraguayens. Vraiment, aucun rapport. Donc, il y a un petit peu de stress à ce moment-là pour l'Angleterre qui va aller le tirer. Il y a même Bellingham qui a le ballon,
Et je me dis même à ce moment-là, Bellingham, il est on fire. Il va aller vouloir choper ce triplé qui va le mettre complètement ouf. Mais non, on va pas se mentir, il y a un tireur de péno et puis bon, il y a un classement des buteurs aussi à aller chercher. Donc non, c'était pour Harry Kane. Et donc 60e, là tu as l'Angleterre qui reprend 2 buts d'avance, alors qu'ils sont à 10. C'est là où je vous dis que ce match, il est un peu dingue, en fait. C'est que heureusement que je ne l'ai pas fait en live, parce que je vous dis, je serais parti sur plein de constats au fur et à mesure du match. Au moment des 2 buts de Bellingham, je vous aurais dit, bah, c'est fini, c'est terminé le match. Au moment après le but de Queen Agnès et au moment du rouge, je vous aurais dit, bon, voilà, les gars, le Mexique, c'est obligé, ils reviennent dans le match. Et 3 minutes après, t'as Harry Kane qui va parce qu'il tremble pas. Hein. Et cœur sur toi, Harry. Vraiment, cœur sur toi. Toi, tu vas tirer les pénaux. Et en fait, t'arrêtes les histoires de non, en fait, je m'arrête pendant la course d'élan et tout ça. Non, lui, il fait la vraie course d'élan, il tire comme un Anglais et c'est tiré à ras du poteau. Enfin, c'est petit filet et ça fait filoche surtout. Voilà. Et pour tous ceux qui nous expliquent que non, mais il faut déstabiliser le gardien parce que c'est important, tu comprends. Ouais. Écoute, en tout cas, à l'arrivée, il va te planter le but qu'il faut au moment où il faut. Et ça change tout. Et ça, pour moi, ça change tout. Dans ce match compliqué, ah oui, tu peux compter sur tes tauliers, en fait. Tu peux compter sur tes tauliers. Et là, dans ce match, désolé, hein, mais il y a des joueurs qui ont marqué des points. Hein. Dans ce 11-là, il y a vraiment des joueurs pour moi qui ont plus même que marqué des points. Je pense qu'Anthony Gordon, là, ce soir, il a gagné définitivement sa place dans le 11. Je suis désolé pour Marcus Rashford, je l'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Marcus, hein. Mais non. Là, ce soir, ce que nous a fait Gordon, c'est très très fort. Vraiment, c'est très très impressionnant. Et on verra hein, pour ce fameux quart de finale, parce qu'il va y avoir un quart de finale, bien évidemment, qui se profile. Mais pour moi, l'Angleterre, là, alors Saka, je vous ai dit que j'ai bien aimé le début de match. Maintenant, voilà, on va pas se mentir non plus. Le début de match, c'est une chose. L'ensemble du match, bon, un peu plus partagé. Donc, si Madueke est titulaire au prochain, bon, on va vous dire que je crierai au scandale. Mais j'ai trouvé que Saka était quand même un peu mieux, quand même. Faut être honnête. Je l'ai trouvé un peu mieux que ce qu'on a pu voir ces dernières sorties où pas prendre le match de la finale de Ligue des Champions, mais je pense que ça parle à tout le monde. Là, on était sur un Saka qui était vraiment, mais qui me faisait de la peine à voir. Là, ce soir, c'est mine de rien, il fait une passe décisive en plus. Ouais, il fait une passe décisive. Ah oui, attendez, je revérifie, mais oui, il fait une passe décisive. Saka sur le premier de Bellingham. Eh oui, c'est ça. Il fait le centre en retrait pour Bellingham. Oui. Donc Saka mieux. Donc pour moi, je repartirai là-dessus pour le quart de finale. Hein. Pour le quart de finale, une attaque avec Saka, Bellingham, Gordon et Kane en pointe. Je vous dis, il a son quatuor. Donc après, ça peut évoluer, hein, s'il y a des blessures, s'il y a tout ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais quand je dis que ce soir, il a enfin son match référence, Thomas Tuchel, c'est pas pour rien. Au-delà du résultat. Parce que vraiment, dans la construction tactique de la rencontre, j'ai bien aimé ce qu'ont proposé les Anglais. J'ai vraiment, hein, je vous dis pas que c'était ultra maîtrisé, c'est pas très très loin hein, qu'on aille au péno, parce que voilà, je termine juste sur Tourelle. Non, continuons sur le match. On aura le temps de parler de Tourelle après. Là, ce qui ressort, donc après ce but de Kane, comme je vous dis, là, on se retrouve à 3-1. Alors, ok, ils sont à 10 contre 11. Et on se dit, bon, là, les Anglais, ça fait quand même 2 buts d'avance. Ils vont pas galérer.
Ils vont pas galérer quand même au point de... Et ça va être là où mine de rien, bah, les Mexicains, ils vont revenir dans la partie. Ils vont réussir à revenir dans la partie. Bon, le péno est un... Je vais pas dire il est donné, hein, c'est pas donné, mais il est généreux. Voilà, on va dire ça fait partie de la catégorie des pénaltys généreux. Voilà, c'est un pénalty généreux. Mais il n'y a pas de scandale. En soi, il n'y a pas de scandale à avoir ce pénalty accordé. Et Jiménez tremble pas, Raúl Jiménez tremble pas une demi-seconde devant Pickford, et il va inscrire le but du 3-2. Et là, les gars, ça va être la folie sur les buts de Pickford. Là, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Et c'est normal, hein. Les Mexicains, on le rappelle, hein, ils étaient à domicile, hein. Donc, ils étaient obligés de tout tenter. Ils étaient obligés de mettre, on va dire, c'est pas toute leur force dans la bataille, mais ils étaient obligés de tout essayer. Donc, à ce moment-là, Aguirre va faire qui va faire rentrer? Il va y avoir voilà, il va y avoir Edson Alvarez, voilà, donc je l'avais dit à la mi-temps. Il y a Gutiérrez. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, moi je l'ai découvert vraiment, hein. Je fais pas mon hipster à chaque fois, je le dis. Je l'ai découvert là pendant cette Coupe du Monde. Brian Gutiérrez, c'est un super joueur de ballon. Vraiment, un joueur élégant, bonne qualité technique. Et en plus, c'est pas genre une espèce de pépite, hein. Il doit avoir 25-26 ans. Je vais revérifier son âge. Mais très, très intéressant, ce joueur. Vraiment très intéressant. Donc, lui, il rentre à l'heure de jeu. Brian Gutiérrez, ouais, c'est 23 ans. C'est 23 ans et il joue à Guadalajara. Beaucoup de joueurs, hein, d'ailleurs, dans cette sélection, jouent là-bas. Et alors là, par contre, j'avoue, je comprends pas trop. Ah, j'avoue que la sortie de Mora, qui était certes pas dans un grand jour, mais qui est un joueur de ballon et dont tu vas avoir besoin, même surtout à 10 contre 11, j'ai pas trop compris. Parce que surtout Santiago Jiménez, pour ceux qui ne l'ont pas forcément, vraiment, hein, c'est un attaquant qui est en panne de confiance, qui a pas des caractéristiques super différentes d'un Raúl Jiménez. J'avoue, j'ai pas compris son entrée. Mais bon, il y avait un côté un peu offensif. 8 minutes après, donc il y a l'ouverture, il y a pas l'égalisation, mais la réduction de l'écart de notre ami Jiménez sur péno. En fin de match, il va faire rentrer Fidalgo à la place de Sanchez. Donc Fidalgo, à la base, je joue pas, c'est pareil, ça fait partie des joueurs que je connaissais pas de base, même s'il joue au Betis. J'avoue, j'étais passé à côté de ce joueur. Choix plutôt offensif parce que Sanchez, c'est un défenseur. Et puis, il y a Guillermo Martinez. C'est pareil, celui-là, le Guillermo Martinez, je ne le connaissais pas, qui joue au Pumas. C'est 31 ans et c'est pareil, c'est des joueurs qui jouent dans le championnat local, qui sont jamais passés par la case Europe. Je dénigre pas, hein. C'est juste pour expliquer pourquoi je les connaissais pas forcément. Et en plus, lui, il rentre à la place de Quinones. Et là, je vous le dis, pour moi, le coaching d'Aguirre, il a pas été bon. Parce que dans cette histoire-là, comment vous dire, les changements n'ont pas apporté grand-chose, en fait. Vraiment. Pour moi, les changements n'apportent pas grand-chose. Et de l'autre côté, on a Tourelle qui, lui, fait sortir Nico O'Reilly et relance Jet Spence. Nico O'Reilly, à un moment donné, il s'est fait pourrir par Tourelle parce qu'il a loupé une touche. Après, j'avoue, hein, louper une touche en professionnel, j'avoue, c'est pas normal. Mais il s'est fait pourrir, le pauvre. Et c'est quand même là où je vous dis, hein, Tourelle, il a son match référence, ok, très bien. Mais ça n'a pas l'air d'être rigolo quand même dans le groupe avec lui. Vraiment, ils ont pas l'air de se marrer, les bonhommes. Quand même, hein, c'est pas régalade totale avec l'ami Thomas. Il est pas trop dans l'empathie, hein. Il est pas trop dans la connivence avec les joueurs, hein. Ah putain, c'est dur. Alors que moi, je me souviens, je pense qu'on se souvient tous un petit peu, mais de lui quand il était à Paris, quand il arrive, franchement, c'est lui qui nous invente un peu la calinothérapie, hein.
Donc, Tourelle, ouais, j'avoue, j'ai particulier, on va dire, particulier. Mais, mais voilà, il tient son match référence aussi parce que ça a tenu. Parce que ça a tenu. Faut être très clair, hein. C'est aussi par le résultat. Et on nous a expliqué un petit peu que Tourelle, il était là aussi pour faire passer un cap à cette équipe d'Angleterre qui a toujours cette image de loser. Donc là, c'était l'occasion, une bonne fois pour toutes, de faire passer cette réputation un peu sous silence. Bon, bah, ça a été fait. Ça a été fait parce que ce soir, s'il y a une équipe qui n'est pas tombée dans le piège, bah, c'est bien les Anglais. Et ils ont réussi leur rencontre, même si à la fin, ça reste super, mais vraiment super on va dire mince comme écart, parce que jusqu'à la fin, les Mexicains, ils y ont cru. Maintenant, la réalité, c'est que la qualif pour les quarts de finale, elle est là. Et ça, moi, je vous dis, les copains, c'est pas rien. Qualifier une sélection pour les quarts de finale, on aura beau dire, OK, le premier tour, ils ont joué contre un tel. Bien sûr, c'est vrai. Le premier tour, c'était la Croatie, le Ghana, le Panama. OK. En 8e de finale, en 16e de finale, c'était la RDC. Équipe compliquée quand même, mais fallait la sortir. OK. Là, ils viennent de sortir le pays organisateur chez eux. Il y a quand même des signes d'une montée en puissance, les gars. Qu'on le veuille ou non, enfin, moi, j'ai rien contre la sélection anglaise, le monde là, mais qu'on le veuille ou non, là, cette équipe anglaise, elle a ce soir gagné sa place pour moi dans la catégorie des favoris. Parce qu'ils ont su gérer et maîtriser, même si ça s'est fait encore une fois à l'arrache, un scénario qui était compliqué au départ. Jouer le pays organisateur et vu ce qu'on avait comme référence de ce pays organisateur depuis le début de la rencontre, honnêtement, c'était pas simple. Honnêtement, c'était pas simple. Donc, s'en sortir, en plus, quasiment à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps, c'est fort. Parce qu'en plus, les gars, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, l'arbitre, alors, évidemment, il y a eu les recours à la VAR pour le penalty, pour le carton rouge et tout ça. Mais il a accordé 10 minutes de temps additionnel. Donc, tu as eu 10 minutes en plus supplémentaires. Donc, non, 11. Je viens de revérifier. Je ne savais plus si c'était 10 ou 11. Non, 11 minutes. 11 minutes de temps additionnel. Donc, vraiment, la performance des Anglais dans cette partie, elle n'est pas à sous-estimer. Vraiment, c'est important ce qu'ils ont réussi à faire et c'est pas à minimiser. Vraiment, c'est pas à minimiser parce que cette équipe, je le redis, sur le papier, oui, elle était favorite, mais on va pas se mentir, les copains. Si je vous dis que les Anglais, à ce moment-là, avant le match, on en a parlé, on a fait la preview, vous étiez beaucoup à voir aussi le Mexique l'emporter. Vraiment, s'en sortir à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps, parce que je vous ai dit 10 minutes de temps additionnel, franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Alors, message de Mélanco 6 qui nous dit, bizarrement, toutes les équipes du continent américain sont avantagées par l'arbitrage. Avantagées, je sais pas, parce que mon copain, vraiment, tu as la sensation que ce soir, ils sont avantagés. Le péno, il y est, hein. Le carton rouge, il y est, hein. Je veux pas. Moi, voilà, j'ai le maillot du Mexique, hein. Mais vraiment, j'ai rien de mexicain, je suis pas mexicain de base. Mais pour moi, c'est difficile de dire qu'ils sont avantagés par l'arbitre, hein. Non, pour moi, c'est plutôt maîtrisé, franchement, hein. C'est plutôt maîtrisé. Je parle de l'arbitrage, hein. Les décisions, pour moi, elles sont pas déconnantes, hein. Dis-moi, hein, si toi, tu vois d'autres décisions, je les ai peut-être plus en tête, et tu as peut-être raison, il y a peut-être d'autres décisions, mais pour les décisions vraiment majeures qui peuvent influer sur la rencontre, le rouge de Kwanzaa, c'est normal, et le penalty pour les Mexicains, il est normal, en fait.
Moi, j'avoue, la mélancolie, je te suis pas. Si c'est sur ces deux faits de jeu-là. Après, sur d'autres, peut-être, dis-moi. Mais sur ces faits de jeu-là, non. Maintenant, oui, ce qu'on pourra faire aussi comme débat et comme constat qu'on peut faire déjà dès maintenant, c'est peut-être on va dire une certaine faillite. Alors là, j'englobe un peu la zone CONCACAF avec l'Amérique du Sud, mais un petit peu le flop du continent américain. Et attention, parce que si ça sort aussi contre la Belgique demain, les États-Unis, il pourrait y avoir un vrai flop parce que il y aurait Canada qui serait parti. On vient de le voir. Là, c'est le Mexique. Si demain on a les États-Unis, ça en fait un supplémentaire. Ajouter les Brésiliens qui sont sortis ce soir. Le continent américain, là, il est pas trop à la fête sur les huitièmes. Voilà. Maintenant, on va attendre avant de faire des vrais bilans complets. Il y a encore l'Argentine, il y a encore la Colombie qui doivent jouer. Mais oui, par contre, ça, c'est une petite tendance. Alors, Mélancosis qui nous dit « Je parle du temps additionnel de 10 minutes qui me paraît injustifié et c'est toujours le cas quand une équipe du continent américain perd et inversement quand il gagne. » Je te jure, j'ai pas envie de faire le relou à te contredire. Parce qu'en plus, dans le fond, tu as raison dans certains cas. Et là, ce soir, les 10 minutes de temps additionnel, elles sont justifiées. Le temps pris par la VAR pour aller constater les différentes situations, franchement, mon copain, t'es obligé. Les 10 minutes, elles sont pas loin. Parce qu'en plus, il y a eu des moments où c'était haché, le jeu était haché. Vraiment, je veux faire le rôle. Par contre, je comprends ce que tu veux dire. Il y a plein d'équipes sud-américaines qui peuvent être un peu, qui peuvent jouer avec le règlement, qui peuvent surfer un peu sur la ligne entre les deux et qui peuvent en profiter pour gratter du temps ou certaines actions. Mais vraiment, la premier degré sur le temps additionnel, ouais, allez, j'aurais peut-être mis, si tu veux, 1 ou 2 minutes en moins, mais les 9-10 minutes, franchement, elles m'ont pas étonné parce qu'il y avait eu, pas mal d'arrêts de jeu. Maintenant, peut-être que toi, t'as une autre vision, mais voilà. Maintenant, voilà, pour terminer sur l'histoire du constat, comme d'habitude, vous savez un peu sur la chaîne, on va pas faire des constats là, maintenant, tout de suite, sans avoir toutes les infos, sans poser le temps de mettre les chiffres un petit peu, de regarder et de comparer. On peut juste voir, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, que ces équipes sud-américaines et ces équipes américaines dans l'ensemble, ouais. Il y a un petit ralentissement là sur ces huitièmes de finale. Parce que si on compte les deux, c'est-à-dire continent Amérique Nord, Centrale et Sud, on a, je vous dis, trois participants en moins. Donc, et il nous en reste plus, entre guillemets, que 3. Il nous en reste plus que 3. Et là, il n'y en a pas un seul qui est passé. Parce que France, Angleterre, Norvège, ça fait 3 Européens et Maroc, 1 Africain. Donc, il y a une petite tendance qui est en train de se placer. Maintenant, attention, encore une fois, si la Colombie et l'Argentine et les États-Unis viennent à se passer, pour l'ensemble du continent américain, dans son ensemble, il y en aurait 3. Donc, et c'est possible que l'Argentine batte l'Égypte, que la Colombie batte la Suisse et que les États-Unis battent la Belgique. On n'est pas sur des codes complètement improbables, les copains. Donc, c'est possible. Maintenant, on peut juste constater ça, là, maintenant, tout de suite, dans cette phase de Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, vous vous en doutez, je vais être plutôt gentil sur la note du match, parce que vraiment, c'était régalade. Alors, peut-être que Mélancosis, toi, t'as trouvé que le temps était un peu long à la fin. Peut-être que tu avais un petit côté anglais aussi là-dedans. Mais peut-être que certains ont trouvé un peu le temps long et tout ça. Mais moi, je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé pendant le match. C'était plaisant, ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des retournements de situation comme on aime, des momentum de match où je l'ai dit, où tu penses que ça y est, le match il est terminé, bouclé, emballé, pesé, et puis non, finalement, hop, remets-toi à la page. Le football te remontre que c'est jamais terminé
jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, la deuxième mi-temps, je l'ai dit, la manière dont l'Angleterre a joué cette deuxième mi-temps à 10 contre 11 pour la plupart du temps. Ouais, moi j'ai aimé. Vraiment, j'ai aimé ce match et j'ai envie de voir un peu plus maintenant de cette Angleterre. J'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire pour le tour prochain. Et le match contre la Norvège, alors bien sûr, il y en a certains qui vont vous dire on aurait pu avoir un Brésil-Angleterre, c'est fou, un Brésil-Angleterre. Oui, je suis d'accord. Je vais pas vous mentir. Oui, c'était hypant comme quart de finale pour une place dans le dernier carré, ça pouvait être joli. Maintenant, vu ce que nous a montré la Norvège ce soir, et vu ce que nous a montré l'Angleterre ce soir aussi, vraiment, il me hype en ce quart de finale. Tout comme le France-Maroc pour l'instant. Donc, voilà, on a pu perdre un petit peu d'intérêt sur certains de ces 16e de finale qui étaient pas dingos, qui étaient un peu en manque de, on va dire, un manque de suspense ou en manque d'intérêt foot. Ok, il y en a eu quelques-uns. Faut pas se mentir, il y en a eu quelques-uns. Par contre, là, les affiches pour l'instant, qui nous sont proposées en quart de finale, France-Maroc, Norvège-Angleterre, excusez-moi les copains, ça me hype de fou. Voilà. Et je suis ni français, ni marocain, ni norvégien, ni anglais. Je suis extérieur. Mais là, vraiment, pour moi, ça fait partie des matchs à élimination directe. En plus, là, on est vraiment, comme on dit, dans le money time de la compétition. C'est-à-dire, c'est là où c'est-à-dire, tu fais basculer ta compétition de bonne à très bonne. Quart de finale, qu'on le veuille ou non, pour n'importe quelle équipe, même l'équipe de France, avec son équipe et tout ce que vous voulez, je suis désolé, mais quart de finale, ça reste une bonne performance. Bien sûr, si ça s'arrête en quart de finale, on dira que l'équipe de France est décevant et tout ça, pas de problème, mais maintenant, sur le papier, quand tu arrives dans les 8 meilleures équipes du monde, désolé les gars, mais je vais faire un peu mon ancien, mais pour moi, ça signifie quelque chose. Donc, là, maintenant, on arrive dans le stade où tu fais basculer ta Coupe du Monde. Tu l'as fait basculer de bonne à très bonne. Et les Norvégiens, c'est ça. Hein. C'est que pour eux, s'ils passent ce tour-là, voilà, c'est plus une bonne Coupe du Monde. C'est plus une historique Coupe du Monde. Là, c'est une Coupe du Monde extraordinaire. S'ils font dernier carré en sortant et les Brésiliens et les Anglais et autour d'avant la Côte d'Ivoire qui était un des outsiders principaux, les gars, là, les Norvégiens, ils peuvent vraiment se dire qu'ils sont bénis des dieux, les Vikings. Hein. Donc attention, hein. Attention, c'est pas du tout interdit qu'on puisse avoir les Norvégiens qui nous fassent un truc de fou. Maintenant, on en est encore loin. Il y a encore d'autres huitièmes de finale qui sont alléchants avant de commencer à se projeter sur l'écart. Ne serait-ce que demain, je vous dis 21h, le Espagne-Portugal. Demain, tout à l'heure, hein. Mais on s'est compris. Le Espagne-Portugal, c'est une sacrée dinguerie comme match indécis. Et le États-Unis-Belgique, ok, c'est peut-être un cran en dessous, même 2 crans en dessous si vous voulez, mais n'empêche que c'est indécis. Donc on va aussi se régaler encore dans ces quarts de finale et peut-être un tout petit peu moins, c'est peut-être un peu moins alléchant le Argentine-Égypte et le Colombie-Suisse, mais n'empêche qu'il y a de l'indécision dans les deux, dans ces deux-là aussi, au vu surtout de ce que nous a montré l'Argentine au dernier match. Donc il y a encore du spectacle dans ces huitièmes, mais c'est vrai que l'écart, quand on commence un tout petit peu à se projeter dessus, on va quand même passer des bons moments, les copains. Désolé, j'ai bu un coup. Dernier truc, oui. Est-ce que on peut dire, c'est une question à poser, je pense. Est-ce qu'on peut dire que le Mexique a réussi sa Coupe du Monde 2026? Je vais être très honnête, les copains, je vais vous dire que non. Et pourtant, avant le match, je vous disais que oui, parce qu'ils m'ont impressionné et qu'ils ont développé un football
attrayant, positif, ce que vous voulez. Mais il y a un truc aussi dans le foot, c'est les objectifs, ce que tu peux faire avec ton équipe et puis l'histoire un peu de ton équipe. Et là, je vous cache pas les copains, ça fait un énième 8e de finale pour les Mexicains. Je suis désolé, hein. Moi, depuis que je suis la Coupe du monde, je sais que je suis un ancien, mais je suis pas non plus un ancien qui a 85 ans, mais j'ai plus de 40 et je vous le dis, j'ai jamais vu, je suis la Coupe du monde depuis 90, j'ai jamais vu une seule fois le Mexique se qualifier pour un quart de finale de Coupe du monde. Et là, dans une Coupe du monde, alors pas que tu organises en entier, parce que c'est pas que en entier, c'est pas que chez toi, mais tu as joué tous ces matchs-là à domicile. Pour moi, là, c'était là le moment clutch. C'était là le moment clutch du Mexique. Et je suis désolé, mais t'es passé à côté. T'es passé à côté. T'es passé à côté. Donc, la fameuse question, est-ce que les Mexicains ont réussi leur mondial? C'est cruel, hein, parce que là, ça veut dire que vraiment, on s'arrête juste uniquement sur une seule chose, c'est le résultat. Mais malheureusement, je pense que les Mexicains, si vous leur posez la question aux supporters, ils vont vous répondre ça, hein. Ils vont vous répondre que oui, ça a été positif dans l'expression de l'équipe, c'est-à-dire la victoire, surtout en 16e de finale face à l'Équateur avec ce style-là et cette maîtrise-là. Je pense qu'ils ont tous été très, très fiers de ça. Par contre, ils attendaient ce match-là comme un match référence. Et je pense, pour le coup, si c'était passé, que là, on aurait le niveau d'attente serait passé à un niveau supérieur, je pense. Mais là, tu es obligé d'être amené par le résultat final. Et le résultat final, je suis désolé les copains, mais c'est une énième, je sais pas, je pense qu'on doit être au moins à 6 ou 7 fois que le Mexique se fait sortir en 8e de finale. Ah, je sais pas si vous imaginez, quoi. C'est quand même fou. Alors David Grasse, je vais taper David Grasse, ça ira plus vite. David Grasse qui nous dit: oui, le Mexique a exhibé un football qualitatif et ambitieux, il mérite nos appréciations. Oui, non, mais attention, tu as raison de préciser ça, David. On est d'accord que l'équipe du Mexique, elle a réussi sa Coupe du monde d'un point de vue de l'image, d'un point de vue souvenir de ce mondial. Oui, on va se souvenir de cette équipe. Elle va pas passer inaperçue. Je ne dis pas qu'on va s'en rappeler 50 ans, mais on se rappellera de cette équipe qui a pu faire le match contre l'Angleterre. Mais on en arrive là. À un moment, dans le football, c'est aussi ça qui fait la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs, et les bonnes équipes et les très bonnes équipes, ou les grandes équipes, c'est le fait de surperformer à un endroit. Et là, malheureusement, ce Mexique, il a sous-performé. Enfin, non, il n'a pas surperformé. Il a juste performé. Il nous a montré des choses super intéressantes, parce que franchement, faut vraiment pas enlever ça, hein. Les choses intéressantes, on les a vues, hein. On en a vu plein, hein. Par contre, au moment clutch, tu passes pas. Tu passes pas. Et ça, malheureusement, les copains, c'est ce que beaucoup de supporters mexicains vont garder. Ils vont pas garder forcément l'image donnée. Maintenant, nous, de l'extérieur, on n'est pas des suiveurs forcément de El Tri, le surnom de cette sélection. Donc, on peut juste constater à notre niveau que cette équipe-là, comme j'ai dit, elle a fait honneur, qu'elle a été positive, qu'elle a pas triché, qu'elle a pas, voilà, aucun problème là-dessus. Ça a été une équipe valeureuse, positive et tout ça, et tout ce que vous voulez. Par contre, est-ce qu'elle a réussi son mondial? Je suis désolé, mais malheureusement, en plus, j'aime pas être résultatiste, hein. Je préfère être beaucoup plus dans l'expression de ce que tu as montré pendant ta compétition. Est-ce que tu as essayé de jouer un football un peu audacieux? Et c'est ce qu'ils ont pu faire à certains moments. Maintenant, tu es ramené un truc, c'est le niveau des adversaires.
les 3 premiers adversaires, bien sûr, les 4 premiers adversaires, tu as réussi à les maîtriser, à les battre et pas de problème. Et on va les redire. Les 4 premiers adversaires, c'est Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque et Équateur. Donc on n'est pas face à des champions du monde, on n'est pas face à même des outsiders de la compétition. L'Équateur, ça faisait partie des outsiders très, 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 très loin. Et ni la Corée du Sud et ni la République tchèque et ni même l'Afrique du Sud n'étaient des équipes vraiment références. Donc là, sur une équipe plus forte, bah, tu as montré tes limites. Certes, avec panache, donc t'es pas tombé, comme je l'ai dit, de manière sale, avec tu t'es régalé dans les premiers tours, mais dès que le niveau élevé est arrivé, tu t'es écroulé. Parce que quand on regarde les stats, les gars, franchement, ils ont fait jeu égal avec cette équipe anglaise. Donc, il n'y a rien à leur reprocher, en fait. C'est juste que le résultat acte, on va dire, ta Coupe du Monde, le résultat de ta Coupe du Monde, le bilan de ta Coupe du Monde. Et je suis désolé, on va être obligé de dire que c'est pas réussi. C'est pas raté, mais c'est pas réussi. Donc, c'est moyen. C'est moyen. David qui nous dit vraiment une performance à la hauteur de sa stature, sauf que c'est par une incohérence dans les petits détails qu'ils ont succombé arme à la main. Oui. Non, ça, par contre, t'as raison. Arme à la main, ça me va bien. Quand on regarde, les gars, regardez un peu le momentum en bas à gauche, toute la partie gris, vert, c'est de la pression des Mexicains. Et ça, c'est après le deuxième but de Raúl Jiménez. Hein. Donc vraiment, ils ont tout tenté. On peut vraiment pas leur reprocher ça. Ils ont tout tenté jusqu'à la fin. Pickford a sorti des arrêts. La défense a été costaud, a été vraiment très solide par moments. Donc ils sont tombés arme à la main. Mais si tu as été compétiteur, David, et on a tous été compétiteurs. Si on aime le foot, c'est qu'on a été compétiteur à un moment. L'image que tu laisses, c'est une chose. Et c'est important pour moi, c'est pas à sous-estimer, c'est pas à mettre de côté. Par contre, ne nous trompons pas, on est tous compétiteurs pour un résultat. Et le résultat, je vais pas te l'apprendre, mon copain. Le résultat, c'est de gagner. Donc, si tu ne passes pas ce fameux plafond de verre qui est toujours un peu ton talon d'Achille depuis des années, parce que tu te retrouves avec toujours ces 8e de finale et on n'arrive pas à passer. Et oui. Sachant que là, bon, peut-être que si c'était le Brésil, tu vois, je t'aurais dit, bon, écoute, ils vont peut-être faire un complexe. Peut-être faire un complexe vis-à-vis d'eux. Donc, attention, c'est pas sûr. Mais là, vraiment, contre la Norvège, je pense qu'ils n'auraient pas fait de complexe. Même tout Haaland que tu veux. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il se serait pas arrêté là-dessus, en fait. Donc, c'est là où, pour moi, il y a un vrai regret aussi pour ce Mexique, c'est qu'il y avait un peu la place, en fait. Il y avait un peu la place pour peut-être aller gratter quoi? Peut-être le dernier carré. Et voire même, on est fou, peut-être même une finale. Des Coupes du Monde que tu organises avec une partie de tableau qui est plutôt à ton avantage et qui pourrait t'amener à un niveau que tu n'as jamais atteint, putain, c'est quand même dommage de passer à côté quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les copains, mais pour moi, c'est une occasion de rater. Donc, quand je dis aussi, et que je pose cette question-là, est-ce qu'ils ont réussi ou pas leur Coupe du Monde, bah, c'est aussi pour ça, en fait, les copains. C'est qu'au final, tu te retrouves avec ce match, certes, très positif, tout ça, mais t'as pas la win, quoi. Donc, je vais pas vous dire que les Mexicains, c'est des éternels losers. Mais il y a quand même un côté, les gars, je suis désolé, pour le prochain 16e de finale de Coupe du Monde, pour le prochain 8e de finale de Coupe du Monde, je sais ce que je vais rejouer. Hein. Je sais qu'à ce moment-là, sur FPP, je sais ce que je jouerai quand il y aura le Mexique qui réatteindra les 8e de finale. Parce que malheureusement, il y a un blocage mental. Ok, ce soir, vous pouvez me dire qu'en face, c'est l'Angleterre et que l'Angleterre a fait un match intéressant, cohérent, machin. On peut dire que notre copain Thomas Tuchel, il a fait
il a son match référence, tout ça, bien sûr, bien sûr. Et ça, normalement, ils s'en tapent, hein, les Mexicains. Ça, c'est pour essayer de leur faire passer la pilule. La pilule, là, qui a passé, c'est que, encore une fois, les copains, bah, je vous dis, moi, les moins de 40, les moins de 40 ans, ils ont pas vu le Mexique qui arrive en quart de finale de Coupe du Monde. Donc, pareil, si on regarde, si on relativise, et il y a plein de sélections, hein, c'est le cas. Hein. Il y a plein de pays, c'est le cas. Hein, jamais faire des quarts de finale de Coupe du Monde, ok, pas de problème. Mais n'empêche que quand ça t'arrive tous les 4 ans, que tu arrives en 8e de finale et qu'on te dit « Ah, cette année, c'est ton année, hein, c'est ton année, hein, tu vas y arriver », et qu'au final, année après année, tu te prends les pieds dans le tapis, franchement, je pense que quand t'es supporter, tu fais la gueule quand même. Excusez-moi, hein, mais tu pourras m'expliquer comme tu veux. Hein. Voilà. Maintenant, parlons quand même juste 2 secondes d'un gars, parce qu'on n'en a pas trop parlé. J'en ai juste parlé au tout départ, mais bon, les gars, l'homme du match ce soir, j'ai mis dans le titre Kane et Bellingham, mais c'est surtout Bellingham. Hein. Vraiment, hein, le match qu'il fait, vraiment, c'est très très fort. Et moi qui appelais, je le répète, hein, dans la preview, quelques minutes avant le début du match, je refais mon mea culpa, qui disait ouais, mais limite, je préférerais voir Rodgers à sa place et voir Bellingham plus bas. Bon, je l'ai dit, hein, il m'a fait bouffer mon chapeau parce que là, son match, c'est un match de patron. C'est un match de patron. Il te fait 3 tirs, il te met 2 buts, il te fait ce retour défensif en fin de première mi-temps à un moment super crucial. Hein, vraiment, là, ce soir, il a mérité son statut de leader de l'équipe. Là, franchement, je m'incline. Après, voilà, hein, il faut prendre des positions à certains moments avant les matchs. Hein. Mais vraiment, ce qu'a pu faire Bellingham pendant ce match, c'est quand même fort. Et c'est pas à sous-estimer et c'est pas à mettre de côté. C'est en contexte de Coupe du Monde. Il a déjà marqué en plus à plusieurs reprises. J'avais dit, hein, voilà, ok, il se cache un peu derrière ses stats, mais le contenu est pas si fou. Bon, là, il a amené le contenu aussi avec. David qui nous dit vraiment tes propos sont bien balancés car au final c'est le score final, le résultat, rien que le résultat qui compte. Le Mexique a intérêt de revoir ses dispositifs pour briser cette barrière des 8e. Ah oui, moi j'aime pas être comme ça. Je le redis, hein. À la base, bon, si vous suivez cette chaîne, à la base, moi je suis plutôt dans la team des gars. Si on peut essayer d'être proactif sur le terrain et si on peut essayer de produire quelque chose quitte à perdre, moi c'est ce que je veux. Voilà. Maintenant, il y a des contextes. Et dans le contexte du Mexique, je suis désolé, mais tu peux pas mettre on va dire, on peut pas mettre de côté l'histoire qu'ils passent jamais les 8e. Vu qu'ils passent jamais les 8e, forcément, là, tu es obligé d'avoir le prisme du résultat. Sinon, on acte définitivement qu'en fait, c'est des losers. Et que dès que le niveau s'élève, bon, bah, on compte plus sur le Mexique. Mais par contre, on se régale pendant le premier tour. Si c'est ça, ok. Mais même si c'est pas ma conception du foot, il y a un endroit, je te dis, tu es ramené par cet esprit de compétiteur. Et si tu es compétiteur, bah, il y a un endroit, désolé, quoi. Tu fais les matchs pour les gagner. Tu fais pas les matchs juste pour bien jouer. Surtout quand tu es le Mexique et que tu organises. Et ça, tu vois, à la limite, ça aurait été un 8e de finale dans une Coupe du Monde qui n'organisait pas, j'aurais peut-être pas ce truc-là. Mais là, avec ce paramètre de ils sont à domicile, ouais, non. En plus, avec la partie du tableau, ouais, franchement, je te le dis, je suis mexicain, j'ai la rage. Hein. Ah, tu peux m'expliquer comme tu veux qu'en fait, c'est pas grave, c'est normal, c'est machin. Si je suis mexicain, là, je te le dis, je fais la gueule. Hein. Et je me dis, en fait, on est maudit. En fait, on n'y arrivera jamais. En fait, c'est ça. C'est plus dans cet état d'esprit-là que je verrais si j'étais mexicain, de me dire, mais voilà, peu importe. Alors, ils n'avaient pas la meilleure génération de leur vie. C'est peut-être de leur histoire. C'est peut-être là l'endroit à relativiser cette performance, encore une fois. Et que au début de la compète, je suis très honnête, je suis très transparent sur cette question. En début de compétition, moi, tu me dis que le Mexique se retrouve en 8e de finale et fait ce type de match-là contre l'Angleterre. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr.
Vraiment, je suis très honnête, je suis pas sûr. Au début de la compétition, je suis pas sûr que je te dis oui. Par contre, voilà, tu es tombé sur le moment où notre ami Thomas Touré, il a fait son match référence. Qu'est-ce que tu veux? C'est tombé sur toi. C'est tombé sur toi. Donc, quand tu es mexicain, tu fais un peu la gueule. Tu te dis, écoute, il n'aurait pas pu trouver ça après. Eh non, c'est contre vous. Donc, oui, la fameuse malédiction et la fameuse barrière psychologique du quart de finale qui n'arrive jamais à être trouvé. Je pense que Trauma, il va encore durer un petit moment côté mexicain. Donc, bon, c'est dommage pour eux parce que je le dis, il y avait vraiment moyen d'avoir quelque chose peut-être d'assez dingue pendant la suite de la compétition avec une partie du tableau qui était ouverte. Et malheureusement, ça sera Norvège-Angleterre pour le huitième de finale, pour le quart de finale, pardon. Et ça, c'est comme le France-Maroc. Hein. Je vous dis, les deux là, pour l'instant, les deux quarts de finale, ils me hype de fou. Vraiment, ils me hype de fou. Donc, j'ai vraiment envie de voir ça. Déception pour le Mexique, mais elle ne rate pas le Mexique, pour terminer ce petit débat. Le Mexique ne rate pas sa Coupe du Monde. C'est juste que le Mexique n'a pas surperformé. Il n'a pas réussi. Donc, par conséquent, n'a pas réussi sa Coupe du Monde. Mais il l'a pas raté. Il n'a pas raté un huitième de finale. C'était ce qu'on attendait sur le papier. Les plus optimistes, juste on attendait un peu. Ça ne sera pas venu. Voilà les copains. Moi, je vais m'arrêter là. Ça fait une petite heure. Ça fait 1 heure sur ce match. Mais ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup parce que vraiment, c'était intéressant. Donc, merci à Mélancosis et merci à David Grassek. Je sais pas, je crois que c'est ça. Mais franchement, ton nom est trop long pour qu'on arrive à le prononcer en entier. Donc, David Grasse, ça sera ton nom pour ce soir. Donc, merci à toi d'avoir participé. Merci à tous d'avoir suivi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur le live. Vous êtes de plus en plus et c'est tant mieux. Continuez les copains. Allez-y, hein. Le live va être dispo en replay sur la chaîne dans quelques minutes. Il va être dispo en plus en podcast. Donc, allez-y, abonnez-vous. Si vous avez l'occasion en podcast de mettre des notes sur votre application, ça nous fait grandir un peu plus les podcasts. Donc, allez-y, les copains. On a besoin de vous et merci à vous d'être de plus en plus fidèles et de plus en plus massifs pour ces débriefs, pour ces lives, pour tous ces moments ensemble. Et ça, c'est top. Vraiment. Ça, je vous dis, c'est le vrai moteur qu'on a dans cette chaîne. C'est votre soutien, les copains. Donc, merci à tous. Et puis, si vous êtes abonnés, c'est ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.